Le Big Bang a 3,8 milliards d'années terrestres. La Terre s'est refroidie il y a 45 millions d'années. C'est en Grèce que Thucydide et Démocrite ont eu la formidable intuition que tout était composé d'atomos, d'atomes. Thucydide, à Millet, influencé par Xénon d'Élée, ouvre la théorie matérialiste atomiste que Démocrite, né en -400 et mort en -370 dans la cité d'Abdère de l'antique Thrace, va continuer. À Rome, dans la cité du Vatican, le pape Jules II commande au génie conjugué de Raphaël, Michel-Ange, Le Bernin et Maderno la construction et la décoration de la Sainte-Chapelle. En 1505, la construction achevée, Jules II commande à Michel-Ange la décoration de la Grande Galerie. Michel-Ange peint le caisson de la création de l'homme par Dieu, véritable cœur de la chapelle Sixtine, achevée, inaugurée par Jules II le 31 octobre 1512. Dieu y est représenté en vieillard à la barbe grise, athlétique, au beau milieu d'anges de tous les âges, grouillant tout autour de lui. Michel-Ange nous représente Adam, athlétique à son tour, étrangement doté d'un nombril impliquant un cordon ombilical alors qu'aucune mère ne l'a mis au monde, et un sexe voué à une épouse probablement à venir. Il est incroyable qu'en pleine Renaissance, une telle absurdité n'ait provoqué aucune réaction particulière chez les philosophes contemporains comme Dante, Vinci ou Erasme. L'acceptation d'une reproduction du corps se bornant à l'unique conventionnelle beauté revêt une lourde signification politique et historique en ce début de siècle qui verra le catholicisme romain assailli par Luther en Prusse, Calvin à Genève et Élisabeth Ier en Angleterre. En 1623, le pape Urbain VIII, successeur de Jules II, commande à Galilée une étude sur la controverse de l'héliocentrisme. Héliocentrisme, le Soleil est au centre du système planétaire, que le pape rejette, imposant radicalement la position centrale de la Terre dans le système planétaire, le géocentrisme. Galilée est censé comparer les deux systèmes qui s'affrontent. L'héliocentrisme proposé par Copernic et le géocentrisme proposé par Aristote est le choix du Vatican. Galilée a inventé le télescope qui lui a permis de découvrir Jupiter, autour duquel tournent ses satellites. Ce système gravitationnel confirmera sa thèse héliocentrique. Le Soleil est au centre du système planétaire. En 1610, Galilée avait déjà contredit la thèse d'Aristote qui affirmait que la surface de la Lune était lisse, alors qu'il envoyait les ombres des reliefs avec son télescope, preuve qu'il publia dans son Siderus Nuncius. C'en est trop pour le pape, qui le condamne en 1633 à comparaître devant le tribunal de l'Inquisition qui lui impose le renoncement sous peine d'excommunication. Pour l'éviter, Galilée s'y soumettra et se retirera jusqu'à sa mort. Copernic y échappera. On est au cœur de l'opposition absolue entre une pensée prisonnière de la croyance et des apparences face à un esprit libre et clairvoyant, réfutant toute soumission religieuse auquel se plie la majorité de ses contemporains de leur maître, ce qui reste aujourd'hui une réalité fréquente. Le 24 novembre 1974, à Hadar, dans la région de l'Afar en Éthiopie, une expédition scientifique internationale menée par Maurice Taïeb
Donald Johanson et Yves Coppens a mis à jour un squelette fossile. Pendant toutes les fouilles, ils écoutaient en boucle la chanson des Beatles, Lucy in the Sky. Ils appelèrent alors leur découverte Lucy. Le 19 juillet 2001 fut découvert notre premier ancêtre, Toumaï, Sahelanthropus tchadensis, au Tchad, au centre de l'Afrique. Il ouvre la longue évolution qui aboutira en moins 200 000 à l'Homo sapiens, qui lui-même aboutira à son tour à l'humain contemporain, dont la population mondiale atteint aujourd'hui 8,4 milliards, alors que cette population n'était que de 200 millions au 1er siècle de notre ère. Lors de sa découverte, en 1974, Yves Coppens annonçait que Lucie était l'ancêtre de l'homme contemporain. Découvrons la longue marche de 7 millions d'années qui, partant de Toumaï, nous amène à Homo sapiens. Longue marche qui montre que Lucie n'est pas son ascendant. Voici l'arbre qui va nous permettre de voir l'évolution des primates et des humains des origines à nos jours. Le bonobo du genre Pan paniscus est un grand singe africain dont la lignée a démarré il y a 7 millions d'années. Ernst Schwarz, zoologue allemand, en est le découvreur en 1929. Le chimpanzé du genre Pan troglodyte, anthropoïde, est le plus proche parent de l'homme. Nous partageons 98,6% de notre ADN avec lui. La chercheuse en la matière est James Goodall, ethnologue et anthropologue britannique, qui en est la grande spécialiste. En Chine vécut le plus grand singe ayant existé, le Gigantopithèque, qui vécut de moins 2 300 000 à moins 215 000 ans, époque où il disparut au premier âge glaciaire. Michel Westaway, sidologue, en est le spécialiste. Voici Toumaï, Sahelanthropus tchadendis, notre premier ancêtre, apparu au Tchad, au centre de l'Afrique. On constate qu'il est seul au pied de l'arbre de l'évolution des hominidés, en moins 7 millions. Son espèce s'éteint sans descendants. Michel Brunet est son découvreur. Détenteur de la chaire de paléanthropologie et de préhistoire, il est le directeur de l'Université de Poitiers et membre du Collège de France. Du fait de l'importance du statut de premier humanoïde, la découverte de Toumaï soulèvera une intense contestation qui ira jusqu'aux tribunaux. Il en reste néanmoins que sa place au pied de l'arbre de l'évolution, justifiée ou non, n'a pas de conséquences sur la suite des découvertes jusqu'à Homo sapiens, comme nous pouvons le voir sur l'arbre de l'évolution. Aurora tugenensis, hominidé, âgé d'environ 5 millions d'années, a été découvert en 2000 au Kenya par Martin Pickford et Brigitte Sellu. Cette branche, en direction des pans, indique sa proximité avec eux, ce qui sera aussi le cas d'Ardipithecus ramidus, dernier spécimen de cette branche sans issue. Nous retrouvons Lucie Australopithecus afarensis, qu'Yves Coppens nous proposa comme ancêtre, alors qu'elle était au mieux une cousine assez éloignée, comme nous le verrons. Elle vécut jusqu'à l'âge de 20 ans, enceinte, aux Afars, dans la corne est de l'Afrique. Voici le Paranthropus boisei qui succède à Lucie, achevant cette branche de l'évolution, branche très séparée de celles qui mèneront à Homo sapiens. Marie et Louise Viquet, de la chaire d'anthropologie de Cambridge,
le découvriront dans les gorges de l'Olduvai en Tanzanie. Homo habilis cohabita avec d'autres espèces dont les paranthropes, confirmant le caractère buissonnant de la lignée humaine. Homo habilis est strictement bipède et pouvait se déplacer sur de très longues distances. Sa stature était comprise entre 1,30 m et 1,50 m, avec un poids très proche de 32 kg. Il a été étudié par Louis Lequet, autant dans le nord que dans le sud de l'Afrique. Voici la bande des Fossil Finders, Homicide Band, qui, autour de Louis Lequet, étudièrent l'Homo rudolfensis. Il fut d'abord attribué à Homo habilis, puis déclaré comme holotype, holotype signifiant une description pour la première fois d'une nouvelle espèce, Homo rudolfensis. Homo ergaster, ou l'homme artisan, du latin ergaster et du grec ancien ergon, est une espèce humaine du genre Homo. En 1975, les paléontologues Colin Groves et Vladislav Vazak furent les premiers à identifier et à nommer l'espèce Homo ergaster. Il vivait au sud-est et au sud de l'Afrique. Homo erectus est une espèce du genre Homo qui n'existe plus, car elle a évolué en Homo neanderthalis et en Homo sapiens. Il a été découvert en 1890 sur l'île de Java par Eugène Dubois, anthropologue hollandais. Homo neanderthalensis, les Néandertaliens, est une espèce Homo qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale de moins 330 000 à moins 13 000. Il cohabita plus de 120 000 ans avec Homo sapiens. Le néandertalien était plus petit et plus trapu qu'Homo sapiens, avec des membres supérieurs et inférieurs aux proportions différentes, avant-bras, jambes courtes par rapport aux bras et aux cuisses, ainsi que d'autres caractéristiques qui lui sont propres. Visage féminin aux pommettes saillantes et chevelure claire. Il maîtrisait le feu, pouvant l'allumer en tout lieu, gardant précieusement sur lui les baguettes nécessaires. La présence du feu à l'abri des grottes facilitait les échanges dans un langage de plus en plus évolué. De récentes études anatomiques ont permis d'avancer que rien ne s'opposait au développement et à l'enrichissement de la parole. La parole était devenue un élément décisif de l'organisation du groupe. Le néandertalien avait la capacité de prononcer les voyelles A, I, OU, ce qui revient à dire que ce sont autant de voyelles que nous prononçons. Sa masse cérébrale était de 1450 cm3, paradoxalement supérieure de 100 cm3 à celle de Sapiens. La raison en est l'obligation d'effectuer plus de tâches nécessaires et simples de survie, devenues complexes et inattendues. Il élabora une nourriture de plus en plus variée et raffinée, disposée dans des terres cuites qui permettaient les plats cuisinés. La vie familiale regroupait les générations, les aînés étaient protégés. Ils ensevelissaient leurs morts et développaient un véritable rite funéraire. L'observation de fossiles dans une grotte espagnole redéfinit notre perception de Néandertal. Les empreintes de main sont un rite qui n'a pas trouvé d'explication à ce jour. On trouve ces empreintes dans les grottes d'Europe, comme à Bornéo ou en Chine. Ces traces concrètes et réelles nous renvoient à nos souvenirs où, enfants, nous imprimions nos mains sur une feuille blanche ou sur du sable mouillé. Il y a eu de nombreuses et fréquentes rencontres, dès moins de 100 000 jusqu'en moins 13 000 en Espagne, entre Homo sapiens et Néandertaliens, jusqu'à la formation de couples mixtes
et la naissance d'enfants qui réuniront les deux savoirs. Homo sapiens apparaît en moins 200 000 au Paléolithique supérieur en Afrique. Venu du Proche-Orient, ce dernier a profité d'une amélioration temporaire du climat de moins 40 000 à moins 35 000 pour coloniser l'Europe. Il poussera son expansion jusqu'en Chine, au Japon, en Australie, où il constitua le peuple aborigène encore présent aujourd'hui. De moins 20 000 à moins 15 000, Homo sapiens franchira le détroit de Bering, pris dans les glaces. Une majorité des scientifiques penche pour une arrivée par la banquise, alors qu'une minorité évoque une colonisation par voie maritime, proposant le passage du détroit par cabotage le long des glaces. De moins 15 000 à moins 12 000, Homo sapiens aura peuplé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud en totalité. Les habitants du Mésolithique développent des outils de chasse plus petits. L'arc et ses flèches sont très utilisés dans cette période. Au Néolithique, en moins 9 000, Homo sapiens est semblable à l'homme d'aujourd'hui. Il récolte le blé sauvage qu'il apprendra à cultiver, domestique les loups qui deviendront des chiens pour la chasse et la protection, il élève cochons et bovins et habite des huttes par famille. En l'an 1, la population mondiale était de 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, cette population est de 8 milliards 400 millions, ce qui entraîne des destructions massives de la planète. Les 3 livres du monothéisme, Torah, Bible et Coran, sont en accord, tout comme le sont Jéhovah, Dieu et Allah. Le 6e jour, l'homme fut créé à leur image, avec une poignée de terre. Mais cet Adam, parmi les images de Toumaï, Lucie, Néandertal, Homo sapiens et tous les autres, prend une apparence plutôt incongrue. Ne dites pas aux petits-enfants des banlieues que ce sont Jéhovah, Dieu ou Allah qui apportent les cadeaux devant la cheminée. Mais le Père Noël rouge Coca-Cola, dans la cheminée qui n'existe pas dans leur HLM des banlieues.